Notamment, est-ce que la Macronie n'est pas en train de se fissurer? Alors là, chacun peut avoir son point de vue. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Je vais pas enfoncer les portes ouvertes. Par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, de commentaires des résultats, qui soit dit en passant d'ailleurs, a très très bien marché. Enfin, c'était pas la semaine dernière, on est mercredi, c'était de dimanche, c'était il y a 3 jours. On en est au bout de 2 jours et demi, on est quasiment à 350 000 vues, ce qui est très très bien. Et j'en profite pour vous remercier tous. Remercier, j'ai oublié de le faire à l'instant même. Remercier non seulement ceux qui nous donnent de l'argent, mais ceux qui contribuent à diffuser nos informations. Nous avons, il y a quelques jours, c'était le 9 juillet, c'est-à-dire c'était hier, nous avons franchi le cap des 100 millions de vues cumulées sur UPR TV. Et nous avons également encore grimpé à 457 000 abonnés, ce qui fait de UPR TV un des principaux acteurs de la politique française sur YouTube, sur Internet. Alors, par rapport à mes premiers résultats, j'avais commenté à chaud, donc il y avait un certain nombre de résultats que l'on ne connaissait pas, notamment des personnalités dont j'avais pas parlé, des personnalités qui avaient été élues ou battues. Ça mérite quand même qu'on le signale, c'est-à-dire que personnellement, ça me fait quand même mal au cœur de voir que quelqu'un comme Elisabeth Borne a été réélue, et d'autant plus mal au cœur qu'elle a été élue en bénéficiant des voix de gens de gauche à la demande de Mélenchon, lequel Mélenchon demande de revenir à la retraite à 60 ans, alors que le principal fait d'armes de Madame Borne, c'est justement d'avoir porté l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Enfin, c'est quand même de la schizophrénie complète, ou plus exactement de la perfidie et de la perversité de la part de M. Mélenchon, si on regarde sur longue période, il a sans arrêt, depuis des années et des années, au bout du compte, servi Macron et la Macronie. Voilà. Ça fait mal au cœur, peut-être certains refusent de le voir. Il y a beaucoup de gens qui refusent de le voir, des gens de gauche. Mais quand je pense que des gens de gauche sont allés en rang serré pour aller voter pour Madame Borne, c'est incroyable en fait. Ou pour Darmanin, c'est pareil. Le même parti qui dit qu'il faut désarmer les policiers et qui vote pour Darmanin et réciproquement. Enfin, moi, tout ceci me met quand même un petit peu mal au cœur. De la même façon que quand je vois que M. Stéphane Séjourné, cette nullité absolue de ministre des Affaires étrangères, a été élu avec, je sais plus, un pourcentage extraordinaire supérieur à 70%. Franchement, on n'en revient pas, en fait. On n'en revient pas. Alors, les résultats que je voulais... ce que j'ai à lire par rapport à ce que j'ai dit à l'époque, en gros, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est quand même que je confirme et j'amplifie ce que je disais, c'est qu'en fait tout le monde est gagnant ou tout le monde est perdant là-dedans. Et donc on est dans un débat sans fin où d'ailleurs M. Mélenchon et la France insoumise jouent un rôle quand même extrêmement trouble. Je vois que M. Mélenchon a envoyé M. Quatennens qui ne s'était pas d'ailleurs représenté, M. Quatennens, à cause des violences conjugales qu'il avait infligées à sa femme, qui avait défrayé la chronique, M. Quatennens, qui n'est pas député, a appelé à une marche sur le Palais Bourbon pour imposer quasiment au président de la République de nommer un Premier ministre issu de la France insoumise. Alors c'est quand même absolument incroyable. Enfin, je veux dire, ils ont perdu la raison. Parce que les députés, le nombre de députés, c'est une chose, mais le nombre de députés, il est d'abord et avant tout le fruit de 2 choses. 1, le nombre d'électeurs qui ont voté, et 2, le système électoral. Je l'ai dit et je le répète, si nous étions au Royaume-Uni, il y aurait eu un seul tour, le premier tour, ça serait arrêté, et il y aurait eu un vote qui est très brutal. C'est pas un système qui présente aussi ses inconvénients. Mais ça veut dire que là où le Rassemblement national était arrivé en tête, eh bien, il aurait eu un siège tout de suite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il fait que le Rassemblement national serait aujourd'hui au pouvoir depuis une semaine en France, si c'était comme en Angleterre. Je ne dis pas que c'est forcément un meilleur système. Je dis simplement qu'il faut bien comprendre le rôle joué par le système électoral qui est à l'œuvre. Je me suis amusé d'ailleurs à regarder ce qu'aurait donné l'application d'un système de proportionnel intégral appliqué au seul et unique premier tour. Ça a existé en 1986, où lorsque Mitterrand avait voulu embêter la droite, il avait créé un système à la proportionnelle.
de telle sorte que ça avait donné à l'époque 36, je crois, députés au Front National, ce qui avait posé des grosses difficultés à l'opposition à Mitterrand, c'est-à-dire celle de Chirac, le RPR et l'UDF. Alors, si on compare le système qui a découlé, enfin le système actuel et les résultats à un système de proportionnel intégral, on arrive à ces informations intéressantes. Actuellement, le Rassemblement national a eu 130 députés, à 130 députés plus 13 au nom des ciotistes, ce qui fait donc 143 députés, plus un divers souverainiste, droite souverainiste, je ne sais pas qui est-ce qui a été qualifié comme ça, mais enfin ça fait donc 144. Et je rappelle qu'au premier tour, le RN et Ciotti avaient fait cumuler 33,4% des suffrages. Donc à multiplier par 577 députés, il y aurait eu 193 députés. Voilà, donc je le signale, si on avait été à la proportionnelle intégrale, le RN et Ciotti auraient 193 députés au lieu de 144. De la même façon, le nouveau Front populaire, qui a fait 28% des suffrages au premier tour, aurait aujourd'hui 161 députés au lieu de 199. C'est-à-dire qu'en fait, le système actuel est très pénalisant pour le RN, qui a finalement à peu près 50 députés de moins que ce que lui aurait donné la proportionnelle. En revanche, le nouveau Front populaire aurait eu 161 députés au lieu de 199 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il aurait eu 38 députés de moins s'il y avait eu la proportionnelle intégrale, alors que le RN aurait eu 51 députés 49 députés de plus. Le ensemble, c'est-à-dire Renaissance, Modem, Horizon, UDI, etc., on fait 21% des suffrages au premier tour au premier tour des législatives. Appliqués à 577 députés, ils auraient eu 121 députés au lieu de 179 aujourd'hui. Donc c'est considérable l'avantage pour Ensemble. Il y a eu 58 députés de plus que ce qu'ils auraient eu à la proportionnelle intégrale. Les Républicains, qui avaient fait 6,56%, auraient eu 38 députés à la proportionnelle intégrale, alors qu'aujourd'hui ils en ont 52. Et les divers droites ont eu 3,7%. Ils auraient eu 19 députés, alors qu'aujourd'hui, ils n'en ont que 10. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Rassemblement national, les ciotistes et les divers droites ont pâti de ce système, de ce système uninominal majoritaire à deux tours, modifié par le comportement d'entre les deux tours de l'opposition au RN. Et le plus grand bénéficiaire de ce système, c'est d'abord et avant tout les macronistes. Voilà, c'est en nombre de députés, c'est eux qui ont fait le bond le plus important par rapport à ce qu'aurait donné la proportionnelle. Et puis l'autre favorisé, c'est le nouveau Front populaire. Alors à ce propos, ce que je pense qu'il est important de dire, c'est que ce système a été complètement perverti. Il n'y a pas de bon système électoral. Le système anglais, je l'ai dit, il est brutal, il permet de faire tout de suite ressortir une majorité, donc tout de suite d'avoir un gouvernement. Il n'y a pas de délai, de latence, d'hésitation. Le gouvernement du Royaume-Uni, de Sa Gracieuse Majesté, est connu très très vite, sitôt les élections terminées. En France, on a eu le système de la proportionnelle, notamment au moment de la 4ème République, qui donnait ce à quoi on assiste d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire un Parlement extrêmement émietté, ce qui a un immense inconvénient que nous sommes en train de voir, c'est qu'en fait, les Français ne savent pas qui va les gouverner, ni quelle politique va être choisie. Ils votent, et en fait, ils ne savent pas quelle va être la suite. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient. C'est pour ça que Charles de Gaulle, en créant la 5ème République, avait voulu se soustraire à cette logique des partis, c'est-à-dire ce sont les partis qui magouillent derrière la scène, dans les coulisses, et De Gaulle voulait que les choses soient claires. Et pour qu'elles fussent claires et nettes, il avait opté pour le système donc actuel, uninominal, c'est-à-dire sur une personne, majoritaire à deux tours, c'est-à-dire il faut avoir la majorité au premier tour plus 25% des inscrits pour être élu. Et si ça n'est pas le cas, il y a un deuxième tour et il faut avoir la majorité, soit la majorité absolue, soit la majorité relative au deuxième tour. Normalement, ce système permet de dégager des grandes majorités. Ça a toujours été le cas depuis la constitution de la Ve République.
Sauf cette année, avec ce que vient de faire Macron. Et aujourd'hui, on a un camembert qui est ici. Là, je prends une photo de... ce que j'ai mis sur mon compte Twitter. J'invite tout le monde à aller voir le compte Twitter. En fait, on a un camembert, un demi-camembert qui représente l'hémicycle et qui est extrêmement fracturé. Et pourquoi cette fracture ? Parce qu'en fait, il y a eu ce système du barrage à l'extrême droite, du barrage au Rassemblement national, qui a en fait complètement perturbé le fonctionnement normal de ce scrutin. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce d'entente. Alors certains disent entente électorale, d'autres pourraient parler d'entente mafieuse ou d'entente illégitime, entre des partis politiques qui ne sont d'accord sur rien, mais qui se sont mis d'accord pour tout faire pour empêcher un autre parti d'accéder au pouvoir. Ce qui fait qu'on a cette particularité vraiment incroyable, c'est que si on regarde ça avec objectivité, ce qui est difficile, moi j'essaie toujours d'être objectif, mais dans le monde de passion dans lequel on vit, il est très difficile de dire ça, notamment vis-à-vis de gens qui ont voté pour Mélenchon. Alors c'est vraiment souvent les plus excités. Mais si on veut être vraiment objectif, force est de constater que le programme et les électorats du nouveau Front populaire, et notamment de LFI, et ceux du Rassemblement national sont beaucoup plus proches, en définitive, que l'électorat et le programme de LFI et de Macron. Enfin, c'est une évidence. Et pourtant, LFI a fait une entente, non pas avec Macron, mais avec les socialistes ou des gens comme Glucksmann, qui une feuille de papier à cigarette sépare des intérêts macronistes. Je rappelle que Mme Valérie Ayer avait fait remarquer qu'au Parlement européen, Glucksmann votait par plus de 90% les mêmes textes que les macronistes. Donc l'anomalie, elle vient de là, en fait. Elle vient qu'on a eu une entente fondée sur un calcul uniquement politicien et non pas sur un programme. Le programme qu'a annoncé M. Mélenchon le soir du deuxième tour, qui avait effectivement été lancé dans la presse, il faut bien comprendre que c'est un programme qui a été essentiellement rédigé par LFI sur le thème que qui paye commande, parce que dans cet attelage, c'était LFI qui avait le plus de députés dans la législature qui s'est terminée. C'était LFI qui avait le plus d'argent public. Donc c'était LFI qui avait mené la danse. C'est d'ailleurs LFI et Mélenchon qui avaient lancé l'idée du nouveau Front populaire. Mais ce programme de M. Mélenchon n'est pas du goût de tout le monde dans le nouveau Front populaire. C'est pour ça que ça grince, et comme le dit l'internaute, on sent qu'il y a quand même déjà des gens qui tirent à U et à Dia. Et donc, ce qui est absolument anormal, enfin à mon avis, je ne sais pas ce que tout le monde peut avoir son avis, c'est que les Français, ils ont voté, et aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on ne sait pas si demain on aura un Premier ministre de droite, issu par exemple des Républicains, du centre, issu par exemple de Horizon ou de chez Bayrou, ou bien si on aura un Premier ministre issu des Verts, ou un Premier ministre issu du Parti socialiste, ou même un Premier ministre issu de LFI. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les Français ne savent pas, finalement, la politique qui va leur être appliquée. Alors ça, c'est quand même la pire des choses dans une démocratie. Les Français y votent, et le résultat des courses, on ne sait pas quelle est la politique qui va être appliquée. Alors, le monsieur Mélenchon et monsieur Quatennens exigent que ça soit un Premier ministre LFI, mais enfin, c'est absolument ahurissant. Dans la Constitution française, il n'y a absolument aucune indication sur la personne qui doit être choisie par le président de la République. C'est un choix propre. Enfin, propre, c'est-à-dire personnel. Parfois, le choix n'est pas très très propre. Mais c'est un choix personnel qui est effectué par le président de la République, qui peut nommer la personne de son choix. C'est par exemple ce qu'avait fait Charles de Gaulle en 1962, en nommant à la surprise générale un inconnu complet, qui était Georges Pompidou, qui n'était pas inconnu de De Gaulle, parce que De Gaulle le connaissait bien. Il le connaissait depuis 1945. Et il était notamment son directeur de cabinet pendant la traversée du désert, etc. Mais le grand public ne le connaissait pas. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait aussi en 1976 Giscard, en nommant Premier ministre Raymond Barre, qui était un commissaire européen, un des deux. À l'époque, il y avait deux commissaires européens pour la France. Un des deux commissaires européens que Giscard avait. Alors, c'était pas un inconnu complet pour les gens qui s'intéressaient aux questions européennes, mais le grand public ne connaissait absolument pas ce monsieur Raymond Barre. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les prétentions de LFI en disant il faut absolument
que le président de la République nomme ceux qui ont gagné cette élection, c'est-à-dire le Nouveau Front Populaire, et à l'intérieur de ça, celui qui a fait le plus de voix, le plus de sièges, c'est-à-dire LFI, c'est une prétention qui est folle, en fait, et qui ne résiste pas d'ailleurs à l'examen, puisque, effectivement, le Nouveau Front Populaire, mais qui est une entente absolument politicienne sur un programme sur lequel ils ne sont pas en fait d'accord tous, et qui ne demandent qu'à une chose, c'est à s'esclafoirer. C'est un beau mot, ça, s'esclafoirer, c'est-à-dire se répandre. C'est déjà, de toute façon, ils n'ont qu'un nombre de députés minoritaires. Je rappelle, il faut quand même rappeler à M. Mélenchon qu'il a combien il a exactement comme député? Il a 73 députés LFI, alors que, je le disais tout à l'heure, le RN en a 130 et même 144 avec les Ciotti et un DSV. Ça veut dire que le RN a 2 fois plus de députés que LFI. Donc c'est pas sa prétention à ce que le Premier ministre soit issu de LFI est une prétention qui est absurde, en fait, et qui n'est pas perçue comme telle par l'opinion publique. Alors, je me suis amusé à regarder, vous trouverez ça d'ailleurs sur mon compte Twitter, je me suis amusé à essayer de comprendre si j'étais à la place de Macron. Alors, si j'étais à la place de Macron, la France ne serait pas dans cet état, je peux vous dire, et j'aurais pas fait une dissolution de cette nature. Enfin bref, tout serait différent depuis 7 ans. Bon. Mais si j'étais aujourd'hui à la place de Macron, je me pose quoi comme question? C'est comment faire un gouvernement? Alors, si je prends un gouvernement Nouveau Front Populaire, si on ajoute les députés de LFI, du Parti communiste, de ELV, du Parti socialiste, et pour faire bonne mesure, j'y ajoute les 3 députés d'hiver gauche, on obtient 199 députés. Or, je rappelle que la majorité absolue est à 289. C'est-à-dire qu'il manque 90 députés pour que un gouvernement qui soit issu du Nouveau Front Populaire puisse avoir la majorité absolue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à peine nommé, ce gouvernement serait censuré, puisque la motion de censure existe. Dès qu'il y aurait le programme Mélenchon qui serait lancé, par exemple, je ne sais pas, sur l'affaire des retraites pour revenir à 60 ans, ou bien sur tel ou tel aspect qui serait contraire à nos engagements européens, ce gouvernement tomberait dans la minute. Donc en fait, M. Macron, objectivement, ne peut pas nommer un gouvernement, ou s'il le fait, le gouvernement Mélenchon ou de quelqu'un issu du Nouveau Front Populaire tomberait en quelques jours. Alors ça, c'est pour le Nouveau Front Populaire, mais c'est la même chose si on voulait un gouvernement macroniste, puisque si je compte uniquement les macronistes, c'est-à-dire Renaissance, Modem, Horizon de M. Édouard Philippe, l'UDI, le centre et les divers droites, on arrive à 179 députés. C'est-à-dire 20 de moins que le Nouveau Front Populaire. Donc là, il en manque 110. Il manque 110 députés pour avoir la majorité absolue. De telle sorte que si M. Macron se disait « tiens, vous savez que Bardella lui a remis sa démission qu'il a refusée, que Macron a refusé, ce qui veut dire que le gouvernement est toujours le même ». Ce qui est incroyable si on y réfléchit, parce que Macron s'est ramassé quand même des échecs électoraux parmi les plus colossaux de l'histoire de la Ve République, et on maintient le gouvernement en place. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On ne sait pas, mais si j'ai bien compris, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il le garderait jusqu'à l'automne, etc. Mais ça veut dire que c'est pas possible, parce que j'imagine que dès que le gouvernement Macron pur commencerait à prendre des décisions, il y aurait une motion de censure et qu'il le ferait chuter tout de suite. Donc un gouvernement macroniste pur, c'est pas possible non plus. Bon, pour mémoire, un gouvernement RN et Ciotti, c'est exactement pareil, sauf que c'est encore pire, puisque si on ajoute RN, Ciotti et divers souverainistes, on est à 144 députés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il manque 145 députés, c'est la moitié de la majorité absolue. Alors en plus de ça, comme il y a la rhétorique du barrage contre l'extrême droite, ce gouvernement serait censuré dans la minute à peine nommé. Alors, par ailleurs, Macron, s'il essaie il essaie de débaucher, mettons, Wauquiez, les gens de LR anti-Ciotti, Wauquiez, je sais pas, même Aurélien Pradier, pourtant qui avait voté la censure du gouvernement Borne, et puis, je sais pas, Marlex, enfin, ces personnes Retailleau, ou Pécresse. Ben, à ce moment-là, on ajoute donc ceux dont je parlais tout à l'heure, qui étaient 179. On y ajoute
les 52 députés des Républicains et on arrive à 231 députés. Il en manque encore 58 pour avoir la majorité absolue. De telle sorte que s'il y avait un gouvernement macroniste étendu à LR, eh bien ce gouvernement serait censuré très rapidement, notamment s'il prenait des décisions, s'il faisait des réformes comme celles qu'exigent la Commission européenne et la Banque centrale européenne et bientôt le Fonds monétaire international. C'est des mesures très sévères. Il serait censuré. Alors quand on a beau tourner tout ça dans tous les sens, la seule possibilité mathématico-politique, si j'ose dire, qui soit à la fois mathématique et crédible politiquement, qui peut arriver, c'est d'avoir un gouvernement où il y ait les macronistes, 179 députés, les républicains anti-Ciotti, anti-RN, donc 52 députés, et il faut trouver encore 58 députés, je le disais tout à l'heure, que l'on ne peut trouver que chez les partis socialistes, les EELV et le Parti communiste français, puisque M. Fabien Roussel, il y a une vidéo extraordinaire qui a circulé sur Internet, vous l'avez peut-être vu, où il a été filmé et enregistré en train de magouiller pour essayer d'avoir des postes au gouvernement. Eh bien, ça veut dire que le PS, EELV et le PCF ont actuellement 123 députés. Il s'agirait de convaincre 58 des 123, c'est-à-dire en gros la moitié. Si Macron, avec tous ses conseillers, tous les conciliabules qu'il y a derrière dans les coulisses, parvient à acquérir, à gagner à la cause d'un gouvernement élargi 58 ou 60 députés pris au Parti socialiste, à EELV et au PCF, il pourrait avoir une majorité. Ce qui signifierait donc qu'il y aurait un gouvernement où il y aurait des gens aussi disparates que peut-être Édouard Philippe, ou peut-être M. Retailleau, ou M. Xavier Bertrand, et puis où il y aurait des gens du Parti socialiste, François Hollande, je le disais l'autre fois, François Hollande qui pourrait être ministre des Affaires étrangères par exemple, Olivier Faure qui s'est poussé du col pour essayer d'avoir le poste de Premier ministre, mais il faudrait aussi qu'il y ait des gens de EELV, et pourquoi pas Madame Marine Tondelier, puisqu'il n'est question que d'elle dans les médias, ce qui montre qu'il y a anguille sous roche, et puis aussi pourquoi pas quelqu'un comme M. Fabien Roussel qui a été battu qui n'a pas été député, mais qui éventuellement, on voit bien qu'il rêve d'une chose, c'est d'entrer au gouvernement. Et puis il y aurait peut-être même des gens à gratter du côté des anciens insoumis. Les insoumis commencent à se déliter un peu. Il y a sur les rangs, évidemment, M. François Ruffin, dont vous avez peut-être vu dans les gazettes que le père de M. Macron trouve qu'il est formidable. Et puis également Mme Clémentine Autain, qui a fait savoir qu'elle était disponible pour être Premier ministre. Voilà. Mais tout ça, je pense que c'est d'ailleurs le diagnostic que j'avais fait dès dimanche soir, que je confirme et dont on voit bien que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit en ce moment d'essayer de gratter les fonds de tiroir et d'essayer de bâtir une majorité un peu de briques et de broc. En fait, qui serait un peu un retour au En Marche d'origine, c'est-à-dire quand même une majorité tirant vers la gauche, et notamment le Parti socialiste. Je pense que c'est un petit peu la seule possibilité. Mais ce qui est nouveau par rapport à dimanche soir, pour répondre à la question qui m'est posée, c'est que pour l'instant, on entend des craquements à LFI, on entend quelques craquements ici ou là au Nouveau Front Populaire, mais il n'y a pas eu encore le très grand tremblement de terre et l'effondrement du système. Voilà. Parce qu'on entend au contraire que le Parti socialiste veut avoir un gouvernement du Nouveau Front Populaire, ici et ça. Donc je suis un peu comme tout le monde, j'attends. Ce que je pense, c'est que Macron joue la montre. Il maintient M. Bardella. Il espère peut-être que tout ceci, à la faveur de la torpeur des vacances estivales, plus des Jeux Olympiques, que les gens vont finir par oublier en fait qu'on a toujours le même gouvernement. Il attend peut-être ça, une situation de pourrissement. Enfin, tout ceci ne mènerait qu'à un feu d'artifice à la rentrée avec une censure du gouvernement. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc en fait, bien malin est celui qui pourra dire comment tout ceci va se terminer. À mon avis, alors certains parlent d'un gouvernement de techniciens. Moi, je n'y crois pas trop parce que je pense que les Français, ils n'attendent pas un gouvernement de techniciens. Il faut quand même rappeler le fondamental de tout ça. C'est quand même, il y a eu une immense vague anti-Macron. Et donc, en fait, peut-être que la seule solution, ce serait que M. Macron
démissionne. Or, comme il ne démissionnera évidemment jamais, la seule vraie solution, ça serait peut-être que les parlementaires nouvellement élus d'opposition daignent enfin lancer la procédure de destitution que je recommande depuis 2018. Ça fait quand même maintenant 6 ans que j'ai mis en ligne sur notre site un dossier sur la destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution, qui est d'autant plus justifié qu'on voit bien que Macron a perdu un peu la raison, qu'il surprend tout son entourage, il est à moitié siphonné, on l'a vu dans ses interviews récentes, et puis il est complètement démonétisé sur la scène internationale. Mais est-ce que les oppositions vont être d'accord pour destituer Macron? Ça, c'est encore une autre question. Pour l'instant, le Rassemblement national a toujours dit qu'il n'en était pas question, qu'il respectait l'institution, etc. Je dirais simplement aux membres du Rassemblement national qu'il faut respecter en effet les institutions. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais ça n'est pas ne pas respecter les institutions que de lancer la procédure de l'article 68. C'est justement prévu dans les institutions. Donc c'est un procédé tout à fait constitutionnel et normal de destituer un président qui a failli à la tâche et qui n'est pas... qui a un comportement qui est totalement contradictoire avec ce qu'il devrait avoir. Donc ça n'est pas manquer aux institutions, c'est au contraire les respecter. Voilà. Et puis on respecte les personnes lorsqu'elles sont respectables, pas lorsque elles ont le trac, l'historique que M. Macron a désormais vis-à-vis des Français. Voilà. Alors, il resterait quand même un problème, c'est que si Macron démissionne ou s'il est destitué, il y aura quand même un problème. C'est que d'après la Constitution, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale plus d'une fois par an. Or, quand on relit la Constitution, il n'est pas prévu qu'un changement de président de la République permet au nouveau président de la République de dissoudre une assemblée qui aurait été dissoute 3 mois avant. Le cas qui pourrait se poser. C'est-à-dire que la dissolution décidée par Macron, semble-t-il, d'après le texte aujourd'hui, s'impose à son successeur jusqu'au mois de juin 2025. Alors il y aurait peut-être une possibilité de sortir de ça, ça serait que Macron fasse une procédure du Congrès à l'automne, réunissent le Congrès à Versailles, c'est-à-dire les parlementaires, pour proposer de modifier cet article de la Constitution qui empêche qu'il y ait une élection législative qu'il y ait plus d'une dissolution par an. Peut-être il pourrait faire sauter ça. Et donc autoriser à ce qu'il y ait des dissolutions qui puissent avoir lieu dans les 6 mois ou 4 mois ou 6 mois qui suivent. Ça serait sans doute peut-être, dans le cas d'espèce, une bonne chose, mais pour l'architecture générale de la Constitution française, une mauvaise chose, parce que ça veut dire que on retombe dans ce que De Gaulle fustigeait, c'est-à-dire les poisons et les délices de la vie des partis politiques français. De Gaulle, vous savez, stigmatisait le rôle délétère des partis politiques en France, qui jouaient un jeu politicien qui était à l'encontre des intérêts fondamentaux des Français. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Pendant que la France est médusée de constater qu'on n'a pas de gouvernement, on ne sait même pas qui va pouvoir nous diriger, on sort des noms plus invraisemblables que les autres. J'ai vu qu'on parlait, là, il y a des gens qui sortent le nom de Jean-Louis Borloo. Borloo. C'est incroyable, Borloo. Pourquoi pas Michel Rocard aussi? Enfin, c'est ahurissant. Borloo, il a quitté la vie politique. Enfin, voilà. En fait, nul ne sait qui puisse résoudre cette espèce d'équation surdéterminée, comme on dit en mathématiques, c'est-à-dire insoluble. Voilà ce que je voulais dire pour cette longue réponse, mais qui permet de montrer un petit peu l'embarras général dans lequel on est.